Sunday Production. Tu es dans ton sas de départ de ton 10 km. Autour de toi, ça s'échauffe. Ça saute sur place pour relâcher la pression. Mais toi, tu es concentré. Tu t'es entraîné avec rigueur. Et aujourd'hui, tu t'es aligné sur ce 10 km avec une idée en tête, battre ton record. Le départ est donné et dès les premiers kilomètres, tu sens que quelque chose cloche. Du coup, tu subis ta course. Et après la ligne d'arrivée, une question te hante. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et si ce n'était pas un problème de jambes ni de VO2 max ? Et si c'était tout simplement le cerveau ? Dans cet épisode, on va s'intéresser à un grand oublié de la performance, ton système nerveux central. Véritable chef d'orchestre de ton corps, c'est lui qui décide jusqu'où tu peux aller. Il peut t'ouvrir l'accès à toutes tes ressources ou au contraire saboter ta course sans même que tu t'en rendes compte. Mais alors, comment l'apprivoiser ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode. C'est parti. Nous sommes à la fin du 19e siècle dans un laboratoire italien. Un physiologiste du nom d'Angelo Musso construit une machine étrange, un ergographe. Le principe est simple, il demande à des étudiants de faire des contractions répétées avec les doigts et mesurer la force qu'ils sont capables de produire au fil du temps. Mais Angelo va plus loin car il a une intuition. Il demande à ses sujets de faire un calcul mental complexe, puis de recommencer l'exercice musculaire. Résultat, les muscles fatiguent plus vite. Pourtant, ils n'ont rien fait entre les deux efforts. Pas de mouvement, juste de la réflexion mentale. C'est la première fois qu'un scientifique montre que la fatigue ne vient pas toujours des muscles eux-mêmes, mais parfois du cerveau qui les commande. Un siècle plus tard, cette intuition sera confirmée. On parle alors de fatigue d'origine centrale ou plus simplement de fatigue du système nerveux central. Et cette forme de fatigue, tu l'as probablement déjà vécue sans même t'en être rendu compte. Quand tu cours, ton cerveau ne se contente pas de dire « avance ». Il orchestre chaque geste avec une précision millimétrée. Le système nerveux central, c'est lui qui planifie le mouvement, qui module finement l'intensité de ton effort en adaptant le recrutement des fibres musculaires en fonction de multiples informations internes. Fatigue, douleur, stress, pour maintenir un équilibre entre performance et sécurité. Et ce n'est pas tout. Il régule aussi ta posture, ton équilibre, ta coordination, ta perception de l'effort, bref, il pilote tout. Plus ton système nerveux central est efficace, plus tu es capable de courir de façon fluide, précise et économique. C'est ce qu'on appelle l'intensité neuromusculaire. Et comme un chef d'orchestre qui connaît parfaitement sa partition, plus il est entraîné, plus il sait quand appuyer et quand relâcher. D'ailleurs, c'est là qu'intervient une notion essentielle, le recrutement moteur. Ton cerveau se mobilise jamais pour tous tes muscles à 100%. Il choisit un certain pourcentage de fibres musculaires à activer en fonction de ce qu'il juge nécessaire et sécuritaire. Et c'est ça qui est fascinant. Même si ton corps est capable de produire plus de puissance, ton cerveau peut volontairement réduire une partie de ton potentiel. Pourquoi ? Pour éviter la surchauffe, pour prévenir les blessures. Tu peux l'imaginer comme un téléphone portable. Quand ton smartphone t'affiche 1% de batterie, t'as l'impression qu'il va s'éteindre dans la seconde. Mais en réalité, il garde toujours un peu de jus en réserve. Même quand il affiche 0% de batterie, il doit continuer à faire tourner l'essentiel. L'horloge, les fonctions vitales, la mémoire. Il coupe l'écran, il désactive certaines applications, il réduit la luminosité, mais il reste secrètement en fonction. Il fait tout pour tenir le plus longtemps possible avec ce qui lui reste d'énergie. Eh bien, ton cerveau fait exactement la même chose pendant un effort intense. Quand il sent que ça chauffe trop, que la dépense énergétique devient risquée, il commence à te brider. Il réduit le recrutement musculaire, il augmente la perception de l'effort, il te fait croire que tu es à bout, alors qu'en réalité, il garde toujours un peu une réserve de sécurité. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que lui a décidé que c'était trop risqué d'y toucher. Comme ton téléphone en mode économie d'énergie, il t'empêche de tout consommer pour que tu puisses au moins tenir jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle parfois le gouverneur central.
Dans les années 1990, le physiologiste sud-africain Timothy Noakes a proposé un modèle théorique baptisé le gouverneur central. L'idée, notre cerveau ne nous permettrait jamais d'atteindre notre potentiel maximum, justement pour éviter les risques physiologiques comme l'hypothermie, l'hypoxie ou l'épuisement énergétique. Un peu comme si un réguleur interne, invisible mais bien présent, le freinait en coulisses pour ta propre sécurité. Mais attention, aussi séduisante soit-elle, cette hypothèse reste encore très débattue. De nombreux chercheurs lui reprochent son manque de validation expérimentale et une tendance à surinterpréter des phénomènes complexes. À ce jour, le gouverneur central n'a jamais été directement mesuré ni localisé dans le cerveau. Pour autant, d'autres modèles plus robustes et mieux documentés sont aujourd'hui privilégiés pour expliquer les limitations de la performance qu'on a vues tout à l'heure. C'est le cas notamment du modèle de la fatigue périphérique qui s'intéresse aux altérations au niveau du muscle lui-même ou encore du modèle de limitation par l'effort perçu développé par Samuel Marcora, qui propose que la perception subjective de la difficulté, le fameux RPE, joue un rôle central dans la décision d'interrompre ou de moduler l'effort. Ce que la science reconnaît aujourd'hui de manière plus unanime, c'est que le cerveau n'est pas un simple spectateur passif de l'effort. Il intègre des signaux internes, température, glycémie, douleur, fatigue musculaire, et externes, environnement, pression sociale, anticipation de la fin d'un exercice, les filtre à travers son vécu, ta motivation, ton état émotionnel et ajuste l'intensité de ton effort en conséquence. On peut donc dire que le cerveau ne subit pas la fatigue, il la construit, l'anticipe, parfois même la provoque dans le but de maintenir un équilibre entre performance et protection. Aujourd'hui, on pense souvent que pour progresser, il faut en faire plus. Plus de kilomètres, plus de séances, plus de rigueur. Mais ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que la performance n'est pas qu'une question de muscles, c'est aussi une question de bande passante cérébrale. Ton cerveau ne gère pas qu'un plan d'entraînement, il gère ta vie entière. Le stress du travail, les sollicitations constantes, les notifications, les enfants malades, les tensions dans ton couple, les soucis d'argent, les bruits, les écrans, les décisions à prendre, tout ça, c'est du traitement cognitif. Et ça te coûte de l'énergie même si tu ne bouges pas. On appelle ça de la fatigue cognitive. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est un état dans lequel ton cerveau est déjà épuisé avant même de commencer l'effort physique. Il a mobilisé trop de ressources pour traiter des informations, gérer du stress et prendre des décisions. Résultat, quand vient le moment de courir, il n'a plus assez d'énergie disponible pour activer pleinement tes capacités physiques, même si tu es bien entraîné et que tu penses être en forme. Et physiologiquement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, tu perçois l'effort comme plus dur. Ta perception de l'effort, qu'on appelle le RPE, correspond à ce que tu ressens dans ton corps. Et comme cette perception, elle est gérée par ton cerveau, quand tu es fatigué, il amplifie cette perception. Ce qui était gérable en temps normal te semble donc difficile. Même une allure simple comme un footing te demande 2 fois plus de ressources. On l'a vu, le système nerveux central décide combien de fibres musculaires il active à chaque foulée. En cas de surcharge cognitive, le cerveau il devient plus frileux. Il mobilise moins de force par sécurité, comme s'il se disait « on est déjà à bout, on ne prend pas de risque ». Tu perds en coordination et en économie de course. Moins de fluidité, plus de mouvements parasites, une posture qui se dégrade plus vite, tes gestes deviennent moins précis, plus coûteux en énergie. Fatigué mentalement, ton cerveau est moins résilient. Il tolère moins l'inconfort. Il devient plus pessimiste, plus impulsif, plus sensible aux signaux négatifs. C'est cette petite voix intérieure qui te dit « j'en peux plus, mets le clignotant, arrête-toi ». Et du coup, tu as beaucoup plus de chances d'abandonner une séance. Et aujourd'hui, soyons honnêtes. Qui n'en a pas plein la tête ? On travaille, on a des responsabilités, on gère une famille, un agenda chargé. Et ce stress-là, cette charge mentale, elle ne reste pas dans ta tête. Elle a un impact aussi réel dans ton corps et sur tes performances. Le stress chronique, par exemple, c'est une alerte constante envoyée à ton système nerveux. Il active ce qu'on appelle l'axe HPA, ton système de réponse au stress avec la libération du cortisol, d'adrénaline. L'axe HPA, c'est ce qui te permet par exemple de mobiliser un maximum d'énergie pour un effort donné tout en effaçant les signes de fatigue. Et quand cet axe il tourne non-stop, ton cerveau il se met en mode économie. Il limite les dépenses, il devient plus économe. Et dans ce cas-là, il ne t'autorise plus à aller chercher ta pleine puissance.
Et on le sait aujourd'hui, même si on a encore beaucoup à le sous-estimer, un stress chronique, ça peut avoir des conséquences graves et même entraîner des pathologies lourdes, comme le burn-out, les troubles anxieux, la dépression, les maladies cardiovasculaires, les troubles inflammatoires chroniques et même certains troubles métaboliques, comme le diabète de type 2. Et ce n'est pas dans la tête, c'est biologique. Un stress prolongé perturbe profondément l'équilibre hormonal, notamment via l'axe HPA. Il altère aussi certaines fonctions cérébrales comme la prise de décision ou la motivation et peut même favoriser un état inflammatoire de bas grade. En résumé, le stress, c'est l'un des plus gros bloqueurs de performance. Il perturbe ton sommeil, donc ta récupération, il modifie ta perception de l'effort, tout te paraît plus dur, il réduit la précision de tes gestes, et surtout, il diminue ta capacité à prendre des risques physiologiques. Parce que courir vite, c'est accepter un inconfort. Et pour accepter cet inconfort, il faut avoir de l'espace mental. Rassure-toi, j'ai une bonne nouvelle. Ton cerveau, comme ton cœur ou tes muscles, eh bien ça s'entraîne. Il est plastique, adaptable, réactif. Et quand tu en prends soin, il devient plus fort, plus fluide, plus précis. Il te freine moins et il te soutient plus. Et pour t'aider à avoir un cerveau aussi endurant que Kylian Jornet, eh bien je vais te donner 4 astuces. Mon premier conseil, apprends à créer des moments de vide. Tu veux que ton système nerveux t'écoute le jour de ta course ou des entraînements intensifs, eh bien commence par l'écouter toi aussi. Et ça passe souvent par quelque chose de très simple, mais qu'on oublie trop souvent, le vide. Par exemple, tu peux marcher sans musique dans les oreilles, juste en étant connecté à la nature et à ton environnement. Coupe aussi les notifications de ton téléphone portable après 20h pour que ton cerveau comprenne qu'il a le droit de se relâcher et qu'il ne sera pas sollicité. Donc, pas besoin qu'il reste en alerte. Laisse aussi ton cerveau ne rien faire. Ne pense à rien, même si c'est juste pendant quelques minutes. Car pour récupérer, ton cerveau n'a pas besoin de plus de contenu, mais de moins de sollicitations. Mon deuxième conseil, c'est le travail de respiration et de cohérence cardiaque. La méditation, non, ce n'est pas ésotérique et la science a prouvé largement son efficacité. Ces outils permettent de réactiver ton système parasympathique, le mode repos, digestion, régénération de ton système nerveux. Juste 5 minutes par jour de respiration profonde, de cohérence cardiaque, eh bien ça diminue ton taux de cortisol, améliore la qualité de ton sommeil et t'aide à mieux gérer les pics de stress. Tu n'as même pas besoin d'un tapis de yoga ou d'un gong tibétain, juste un moment pour toi pour relâcher la pression. Mon troisième conseil concerne le vrai entraînement invisible, le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment le reset du système nerveux central. Chaque nuit, ton cerveau trie les infos, consolide les apprentissages moteurs et régule les fonctions émotionnelles. Des travaux récents suggèrent aussi qu'il pourrait éliminer certains déchets métaboliques. Mais ces mécanismes restent encore peu étudiés chez l'humain. Tu imagines donc que s'il dort mal, il devient plus lent, plus rigide, plus pessimiste. Un bon sommeil, c'est un cerveau qui prend les meilleures décisions, même après le 30e kilomètre d'un marathon. Et enfin, mon dernier conseil, tu pourras même l'appliquer pendant un effort. Entraîne ton cerveau à rester connecté avec ton corps. Par exemple, apprends à courir en pleine conscience. Essaye de ressentir tes appuis. Essaye de ressentir ta respiration, tes muscles relâchés. Pour ça, utilise par exemple un mantra personnel ou des phrases que tu te répètes pendant l'effort et qui te soutiennent. Et parfois, il suffit juste d'accepter d'en faire un petit peu moins pour être plus performant. Car ton cerveau, il n'a pas besoin de plus de charge, lui. Il a juste besoin de plus de confiance. L'objectif, c'est pas d'éteindre son cerveau comme on peut parfois l'entendre, c'est de l'apprivoiser. Tu dois bien comprendre que tu ne cours jamais juste avec ton corps. Tu cours avec tout ce que tu es. Tes pensées, tes doutes, tes attentes, tes colères, ton envie d'y croire, ton besoin de prouver quelque chose. Et ton cerveau, lui, fait constamment des arbitrages. Il se demande si ça en vaut vraiment la peine, si tu ne ferais pas mieux de ralentir. C'est ce qu'on appelle le mental. Et ce n'est pas un super pouvoir, c'est pas non plus une armure comme beaucoup le pensent. C'est une relation de confiance que tu vas avoir avec ton propre système nerveux. Et cette relation, il faut la construire, comme toute relation de confiance finalement. Prendre soin de son mental, ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est être intelligent, c'est être durable. Alors la prochaine fois que tu prépares une course, pense à ça. Tu t'entraînes pour que ton corps soit prêt. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours ton cerveau qui aura le dernier mot. Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.